Bonjour à toutes et à tous. J'espère ne pas faire trop pâle figure après les deux magnifiques orateurs qui m'ont précédée. Je suis Charlotte Moll, je suis maîtresse de conférences à la Faculté des langues. J'enseigne l'italien, les études italiennes et spécifiquement en LEA, en langue étrangère appliquée. Donc, je suis une contemporanéiste, comme on dit chez nous. J'ai fait une thèse en histoire contemporaine, donc je suis un peu transfuge, ce qui me donne la chance d'avoir une perspective un peu pluridisciplinaire. Et voilà, donc c'est un peu tout ça que j'aimerais vous proposer dans un séminaire au premier semestre qui sera donc sur violence politique et société dans l'Italie contemporaine. Alors, on ne va pas parler que du sang qu'il y a sur les murs, et ailleurs d'ailleurs, mais voilà, l'idée c'est vraiment de reparcourir en gros toute l'histoire italienne, donc l'Italie qui est un jeune pays, une jeune nation, puisque l'unité date de 1860, 61. Donc reparcourir voilà la création de l'État et voir pourquoi, dans quelle mesure, qu'est-ce que ça nous dit aussi du pays, pourquoi est-ce que toute l'histoire de l'Italie est ponctuée de violence, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, qu'elle soit criminelle. Donc voilà, je vais vraiment adopter une perspective d'histoire sociale et d'histoire culturelle, donc pour reparcourir en gros ces violences qui, selon moi, sont justement un peu un fil rouge pour analyser le rapport politique et société. Et donc, on va partir du Risorgimento, de la création de la nation littéraire, pour justement essayer de donner un collant un petit peu identitaire à ce jeune pays. Et puis, on va traverser l'expérience totalitaire, le régime de Mussolini, qu'est-ce qu'évidemment, en termes de violence politique, on arrive un petit peu au culmine, comme on dit en italien, donc à l'apogée. Mais on croyait avoir touché le fond, mais en fait, non. C'est un peu souvent en Italie qu'on a ce petit ressenti. Et après, on s'intéressera donc à la guerre civile, à la naissance de l'Italie républicaine, donc de l'Italie contemporaine, l'Italie républicaine donc d'aujourd'hui, mais on va essayer d'alléger un petit peu tout ça avec une perspective un petit peu d'analyse culturelle, et donc notamment en prenant par exemple la Dolce Vita dans le cinéma, voir comment les tensions de la guerre froide se répercutent dans le cinéma italien, donc dans les années donc du miracle économique. Puis on abordera la question des années de plomb, donc la décennie de la violence politique. Et là aussi, je ferai un retour sur le cinéma pour voir comment le cinéma interroge ce rapport entre violence et politique, entre violence et histoire, et même entre histoire et politique. Donc voilà, tout ça donc avec vraiment le souci constant d'éclairer la société italienne d'aujourd'hui. Évidemment, la spécialiste de la mafia que je suis ne peut pas faire l'impasse sur les violences mafieuses, le phénomène de corruption qui a vraiment gangréné la vie politique italienne, en particulier à partir des années 70, 80, et la violence mafieuse donc qui explose à partir des années 70, 80, et qui atteint son apogée dans les violences contre l'État, contre les représentants de l'État, au début des années 90. Et tout ça va nous permettre d'analyser le moment de bascule que constitue 1992, avec l'opération Main propre, donc la révélation d'un scandale de corruption qui balaye littéralement toute la classe politique, tous les partis traditionnels nés de l'alliance antifasciste. Et on s'intéressera évidemment à quelqu'un dont on a beaucoup parlé, surtout en Italie la semaine dernière, qui est Silvio Berlusconi. Et voilà, comment est-ce que, quand on rentre dans ce qu'on appelle la Seconde République, ce qui est une expression journalistique, parce qu'en fait, il n'y a pas de Seconde République dans la mesure où il n'y a pas de modification constitutionnelle, en fait. C'est toujours la Constitution de 48 qui est en vigueur. Mais on parle de Seconde République, pourquoi ? Parce qu'on a une remise à zéro complète du panorama politique et l'émergence de nouveaux acteurs. Et Berlusconi, on peut lui reprocher beaucoup de choses, il faut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est pas pour rien qu'il a inventé et qu'il laissera cette trace qu'est le berlusconisme. Et donc on va s'interroger sur qu'est-ce que tout ça nous dit de la société italienne, quelle empreinte il va laisser, dans quelle mesure il a modifié durablement le jeu politique italien, le rapport politique et société, le rapport aux médias, et tout cela a modifié, à mon sens, en profondeur, l'identité italienne. Et
On a beaucoup dit dans la presse française à l'occasion de la mort de Berlusconi qu'il ça a été le premier des populistes. Et c'est vrai. Donc on va s'interroger sur cette violence qui n'est pas une violence, mais une violence des mots, une violence du langage politique. Et donc comment est-ce qu'à partir des années 90, on a donc une nouvelle manière de faire de la politique et quelle influence cela a eu donc sur les dernières décennies. Et tout ça va nous permettre d'interroger les questions de montée du racisme, de l'euroscepticisme en Italie et d'arriver jusqu'à aujourd'hui, l'arrivée au pouvoir de ce qu'on appelle les post-fascistes, Giorgia Meloni, qui est aujourd'hui à l'Élysée pour rencontrer le président de la République. Et je vous proposerai une dernière séance autour du polar italien pour essayer de remettre en perspective d'une autre façon cette idée des violences comme fil rouge des rapports politiques et sociétés dans l'Italie contemporaine. Voilà. Et au deuxième semestre, pour ceux qui peut-être auront eu le courage de suivre le premier et qui en voudront encore, on va se concentrer sur l'Italie, mon domaine, on va dire, de prédilection, c'est-à-dire l'Italie comme terre des mafias et de l'anti-mafia. Et ça me tient particulièrement à cœur. Alors souvent l'Italie, c'est pizza, mandolino, spaghetti et mafia. Bon, on va essayer de démentir un petit peu tout ça. On va donc s'interroger sur pourquoi les mafias sont nées en Italie. Et voilà, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de très, on va dire, très équilibré, c'est-à-dire on parlera autant des mafias que de l'anti-mafia. Donc, on s'interrogera notamment sur le cinéma, la littérature, les médias, qu'est-ce qui participe de la construction d'un imaginaire mafieux, comment les mafias se représentent, comment on se les représente. Qu'est-ce que c'est que cet imaginaire qui s'auto-alimente vous savez qu'en janvier, Matteo Messina Denaro, qui était considéré comme le chef de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, qui n'était pas le grand chef, mais bon, il y a débat, on aura le temps de débattre là-dessus, on a trouvé dans sa planque, dans son appartement, un poster du parrain de Marlon Brando, donc du parrain. Donc c'est tout à fait significatif de à quel point les mafieux eux-mêmes se nourrissent d'un imaginaire cinématographique qui forge notre propre représentation des mafias. Voilà. Donc on va avoir une partie sur la création de l'imaginaire mafieux, donc imaginaire des mafias, imaginaire sur les mafias. On se concentrera ensuite sur chaque mafia, parce qu'elles sont toutes fondamentalement différentes. Donc Cosa Nostra, mafia sicilienne, la Camorra, peut-être certains d'entre vous ont vu le film Gomorra, ont lu le livre de Saviano ou ont vu la série Gomorra, ou peut-être que c'est plus les jeunes générations, mais sinon vous pouvez la regarder, c'est quand même une bonne série. Donc on va s'interroger donc sur la Camorra, ou plutôt les Camorra, parce qu'en fait on a des phénomènes criminels qui sont très diversifiés entre eux. Puis, évidemment, je mettrai l'accent sur la 'ndrangheta, qui est la mafia calabraise, qui est la mafia la plus puissante aujourd'hui, qui est celle qui a la plus forte capacité de pénétration à l'étranger, et celle dont on parle malheureusement le moins, puisqu'on la connaît moins. Donc, voilà, je vais m'employer à démystifier et à vous expliquer un petit peu les raisons de la longévité de ces organisations criminelles. Il y en aura eu aussi une quatrième, la Sacra Corona Unita dans les Pouilles. Je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder, mais soyons fous et pensons que oui. Ensuite, on verra que dans les facteurs de longévité des mafias, évidemment, le rapport à la politique est essentiel. Donc, on aura un triptyque mafia, politique, économie qu'il faudra approfondir pour comprendre comment les mafias s'insèrent dans l'économie légale. J'aimerais aussi qu'on passe un petit peu de temps à parler de la pandémie, qui a constitué et constitue encore une très grande occasion de développement pour les mafias. Elles s'en sont saisies pour diversifier leurs activités et augmenter leur capacité de pénétration de l'économie légale. Donc ça me semble être assez dramatique pour qu'on y consacre un petit peu de temps. Mais le but, c'est pas de voir la mafia partout et de pas réduire l'Italie à la mafia. Donc l'Italie, pays de l'anti-mafia. Ce sera donc, une bonne partie sera consacrée à ce que l'État italien a fait concrètement pour lutter contre les mafias. Et on abordera un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire la mobilisation de la société civile contre les mafias, mobilisation qui naît à la suite des violences, en particulier dans les années 90, les attentats contre les juges Falcone et Borsellino. Et voilà, donc comment la société se saisit de la mémoire des victimes, et tout ça sera corrélé avec la perte de crédibilité du politique. On aura
ceux qui m'auront écouté au premier semestre auront peut-être, auront un peu plus de clés, mais on s'attardera là-dessus aussi, parce que tout est lié justement aux victimes, à la mémoire des violences, et donc on s'interrogera sur la mémoire de l'antimafia. Qu'est-ce que la mémoire de l'antimafia ? Donc sur les victimes des mafias qui deviennent au fil des représentations et de la construction mémorielle des véritables martyrs de la République. Et ensuite, une partie plus économique aussi sur l'antimafia comme modèle, comme ressource économique, comme alternative au modèle mafieux, et donc tout l'engagement citoyen sur ce qui s'appelle la réutilisation des biens confisqués aux mafieux. Donc la naissance de coopératives agricoles sur les terrains qui ont appartenu aux boss mafieux, sur lesquels on va produire des légumes qu'on va vendre avec la marque, les saveurs de la légalité. Donc voilà, surtout un peu et qui va pousser à la consommation critique. Enfin bon, donc toute une dimension, on va dire, un petit peu plus économique et sociologique aussi. Et on conclura sur la représentation des mafias et de l'antimafia au cinéma. Et j'espère que vous serez nombreux. Je vous remercie. Alors, j'ai changé, ce sera le mardi. Alors, parce que vous y en a déjà beaucoup le mardi, c'est ça ? Alors, mardi, on avait dit 15h, 17h. Mais si vous voulez écouter mes collègues avant, on peut faire 16h, 18h. En fonction de... Enfin, moi, plutôt le mardi après-midi, effectivement. Parce qu'ils sont tous le mardi après-midi ? Ah ! Eh bien, le lundi, si vous voulez. Et non, j'ai un autre séminaire le jeudi. Parce que le jeudi, sinon, il faudrait 14h, 16h le jeudi. « 16-18 le mardi, c'est possible. » Eh bien, très bien. Alors, partons sur 16-18 le mardi. C'est noté. C'est noté. C'est noté. Je fais les modifications. Vous choisissez. Mais effectivement, pour moi, c'est mieux le mardi parce que le jeudi, c'est plus compliqué. D'accord. Ah, du coup, vous enchaînez 2 cours, c'est ça ? Oui, oui. Eh bien, 16h-18h alors. Oui, on peut ajuster les horaires. Hein. On va pouvoir s'adapter pour que vous puissiez suivre le maximum de cours possibles. Très bien. Alors, je vous remercie déjà pour votre présence. Donc, du coup, ça a été notre dernière présentation.